Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 et bienvenue dans une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Et en ce moment, nous sommes en pleine lecture de La femme de 30 ans d'Honoré de Balzac. Alors, c'est un roman qui évoque les déceptions de la vie conjugale, les déceptions de l'intimité conjugale de cette jeune femme, Julie d'Aiglemont, qui s'est mariée dans la précipitation trop vite, qui va regretter son choix. Et à cause de ce mariage, eh bien, elle va se voir se refuser le droit à l'émancipation, le droit au plaisir. Alors, avec ce titre choc, ce roman qui est plutôt baroque, qui est aussi un peu mélodramatique, eh bien Balzac réussit à nouveau un tour de force, comme il l'avait fait avec La peau de chagrin, puisqu'il révèle une vérité cachée, une réalité dont on n'avait pas vraiment perçu l'ampleur. Il en parle, il l'expose au grand public, la réalité des femmes et la souffrance que certaines éprouvent dans leur vie conjugale. Et d'ailleurs, on parlera quand même de La femme de 30 ans, comme on va parler de l'avare, de Tartuffe, du misanthrope. Donc voilà, encore le talent de Balzac, cette œuvre, comme je vous le disais tout à l'heure, qui fait partie de la comédie humaine. Et dans ce roman, Balzac a perçu et a développé une vérité qui me tient particulièrement à cœur et qui est tellement extraordinaire. Il dit qu'à chaque âge crée une nouvelle femme et que le cœur d'une femme de 25 ans n'est plus celui de la jeune fille de 18 ans, que celui d'une femme de 40 ans n'est celui de la femme de 30 ans. Ah, c'est tellement vrai. Il avait tout compris. Comme quoi, il y a certains hommes qui comprennent les femmes, hein. C'est un mythe. Les hommes qui ne comprennent pas les femmes. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Continuons notre lecture. Nous sommes au premier chapitre, première faute, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un roman qu'il a écrit en étapes, puisqu'il a d'abord sorti des nouvelles entre 1829 et 1842, et puis oui, c'est ça, 1842. Il a regroupé le tout, il en a fait un roman. Donc ces nouvelles sont devenues des chapitres. Nous sommes au premier chapitre, première faute. C'est parti. Julie ? N'aimerais-tu pas vivre ici ? Oh, là ou ailleurs, dit-elle avec insouciance. Souffres-tu ? Lui demanda le colonel d'Aiglemont. Pas du tout, répondit la jeune femme avec une vivacité momentanée. Elle contempla son mari en souriant et ajouta. J'ai envie de dormir. Le galop d'un cheval retentit soudain. Victor d'Aiglemont laissa la main de sa femme et tourna la tête vers le coude que la route fait en cet endroit. Au moment où Julie ne fut plus au vu par le colonel, l'expression de gaieté qu'elle avait imprimée à son pâle visage disparut, comme si quelque lueur eût cessé de l'éclairer. N'éprouvant ni le désir de revoir le paysage, ni la curiosité de savoir quel était le cavalier dont le cheval galopait si furieusement, elle se replaça dans le coin de la calèche et ses yeux se fixèrent sur la croupe des chevaux, sans trahir aucune espèce de sentiment. Elle eut un air aussi stupide que peut l'être celui d'un paysan breton écoutant le prône de son curé. Un jeune homme monté sur un cheval de prix sortit tout d'un coup d'un bouquet de peupliers et d'aubépines en fleurs. « C'est un Anglais, dit le colonel. « Oh, mon Dieu, oui, mon général, répliqua le postillon. Il est de la race des gars qui veulent, dit-on, manger la France. » L'inconnu était un de ces voyageurs qui se trouvèrent sur le continent lorsque Napoléon arrêta tous les Anglais en représailles de l'attentat commis envers le droit des gens par le cabinet de Saint James lors de la rupture du traité d'Amiens. Soumis aux caprices du pouvoir impérial, ces prisonniers ne restèrent pas tous dans les résidences où ils furent saisis, ni dans celles qu'ils eurent d'abord la liberté de choisir. La plupart de ceux qui habitaient en ce moment la Touraine y furent transférés de divers points de l'Empire, où leur séjour avait paru compromettre les intérêts de la politique continentale. Le jeune captif qui promenait en ce moment son ennui matinal était une victime de la puissance bureaucratique.
Depuis 2 ans, un ordre parti du ministère des Relations extérieures l'avait arraché au climat de Montpellier, où la rupture de la paix le surprit autrefois, cherchant à se guérir d'une affection de poitrine. Du moment où ce jeune homme reconnut un militaire dans la personne du comte d'Aiglemont, il s'empressa d'en éviter les regards en tournant assez brusquement la tête vers les prairies de la Cise. « Tous ces Anglais sont insolents, comme si le globe leur appartenait », dit le colonel en murmurant. « Heureusement, Soult va leur donner les étrivières. » Quand le prisonnier passa devant la calèche, il y jeta les yeux. Malgré la brièveté de son regard, il put alors admirer l'expression de mélancolie qui donnait à la figure pensive de la comtesse je ne sais quel attrait indéfinissable. Il y a beaucoup d'hommes dont le cœur est puissamment ému par la seule apparence de la souffrance chez une femme. Pour eux, la douleur semble être une promesse de constance ou d'amour. Entièrement absorbée dans la contemplation d'un coussin de sa calèche, Julie ne fit attention ni au cheval, ni au cavalier. Le trait avait été solidement et promptement rajusté. Le comte remonta en voiture. Le postillon s'efforça de regagner le temps perdu et mena rapidement les 2 voyageurs sur la partie de la levée que bordent les rochers suspendus au sein desquels mûrissent les vins de Vouvray, d'où s'élancent tant de jolies maisons, où apparaissent dans le lointain les ruines de cette si célèbre abbaye de Marmoutier, la retraite de Saint-Martin. « Que nous veut-on donc, ce milord diaphane ?» s'écria le colonel en tournant la tête pour s'assurer que le cavalier, qui depuis le pont de la Cise suivait sa voiture, était le jeune Anglais. Comme l'inconnu ne violait aucune convenance de politesse en se promenant sur la berme de la levée, le colonel se remit dans le coin de sa calèche après avoir jeté un regard menaçant à l'Anglais. Mais il ne put, malgré son involontaire inimité, s'empêcher de remarquer la beauté du cheval et la grâce du cavalier. Le jeune homme avait une de ces figures britanniques dont le teint est fin, la peau est douce et blanche, qu'on est quelquefois tenté de supposer qu'elles appartiennent au corps délicat d'une jeune fille. Il était blond, mince et grand. Son costume avait ce caractère de recherche et de propreté qui distingue les fashionable. Oh là là, c'est horrible, j'ai tendance à prononcer ce mot à l'américaine. Les fashionables. Ok, j'ai un petit bug, ça faisait longtemps. De la prude d'Angleterre. Allez, je vais le dire à l'anglaise, les fashionable. De la prude d'Angleterre. On eût dit qu'il rougissait plus par pudeur que par plaisir à l'aspect de la comtesse. Excusez-moi, je me fais rire. Une seule fois, Julie leva les yeux sur l'étranger. Mais elle y fut en quelque sorte obligée par son mari qui voulait lui faire admirer les jambes d'un cheval de race pure. Les yeux de Julie rencontrèrent alors ceux du timide Anglais. Dès ce moment, le gentilhomme, au lieu de faire marcher son cheval près de la calèche, la suivit à quelques pas de distance. À peine la comtesse regardait-elle l'inconnu, elle n'aperçut aucune des perfections humaines et chevalines qui lui étaient signalées, et se rejeta au fond de la voiture après avoir laissé échapper un léger mouvement de sourcil, comme pour approuver son mari. Le colonel se rendormit, et les 2 époux arrivèrent à Tours sans s'être dit une seule parole et sans que les ravissants paysages de la changeante scène au sein de laquelle ils voyageaient attirassent une seule fois l'attention de Julie. Quand son mari sommeilla, Madame d'Aiglemont le contempla à plusieurs reprises. Au dernier regard qu'elle lui jeta, un chaos fit tomber sur les genoux de la jeune femme un médaillon suspendu à son cou par une chaîne de deuil et le portrait de son père,
lui apparut soudain. À cet aspect, des larmes, jusque-là réprimées, roulèrent sur ses yeux. L'Anglais vit peut-être les traces humides et brillantes que ses pleurs laissèrent un moment sur les joues pâles de la comtesse. Mais que l'air sécha promptement. Chargé par l'empereur de porter des ordres au maréchal Soult, qui avait à défendre la France de l'invasion faite par les Anglais dans le Béarn, le colonel d'Aiglemont profitait de sa mission pour soustraire sa femme au danger qui menaçait alors Paris, et la conduisait à Tours, chez une vieille parente à lui. Bientôt, la voiture roula sur le pavé de Tours, sur le pont, dans la grande rue, et s'arrêta devant l'hôtel antique où demeurait là, ci-devant, comtesse de Listomère-Landon. La comtesse de Listomère-Landon était une de ces belles vieilles femmes au teint pâle, à cheveux blancs, qui ont un sourire fin, qui semblent porter des paniers et sont coiffées d'un bonnet dont la mode est inconnue. Portrait septuagénaire de siècle de Louis XV, ces femmes sont presque toujours caressantes, comme si elles aimaient encore, moins pieuses que dévotes, et moins dévotes qu'elles n'en ont l'air, toujours exhalant la poudre à la maréchale, comptant bien, causant mieux, et riant plus d'un souvenir que d'une plaisanterie. L'actualité leur déplaît. Quand une vieille femme de chambre vient annoncer à la comtesse, car elle devait bientôt reprendre son titre, la visite d'un neveu qu'elle n'avait pas vu depuis le commencement de la guerre d'Espagne, elle ôta vivement ses lunettes, ferma la galerie de l'ancienne cour, son livre favori, puis elle retrouva une sorte d'agilité pour arriver sur son perron au moment où les deux époux en montaient les marches. La tante et la nièce se jetèrent un rapide coup d'œil. « Bonjour, ma chère tante. »« Bonjour, ma chère tante. » Faut que je prenne la voix du colonel. « Bonjour, ma chère tante, » s'écria le colonel en saisissant la vieille femme et l'embrassant avec précipitation. « Je vous amène une jeune personne à garder. Je viens vous confier mon trésor. Ma Julie n'est ni coquette ni jalouse. Elle a une douceur d'ange, mais elle ne se gâtera pas. Mais elle ne se gâtera pas ici, j'espère, dit-il en s'interrompant. Mauvais sujet, répondit la comtesse en lui lançant un regard moqueur. Elle s'offrit, la première, avec une certaine grâce aimable, à embrasser Julie, qui restait pensive et paraissait plus embarrassée que curieuse. « Nous allons donc faire connaissance, mon cher cœur, n'est-ce pas ?» reprit la comtesse. « Ne vous effrayez pas trop, voyons. Ne vous effrayez pas de moi. Je tâche de n'être jamais vieille avec les jeunes gens. » Avant d'arriver au salon, la marquise avait déjà, suivant l'habitude des provinces, commandé à déjeuner pour ses deux hôtes. Mais le comte arrêta l'éloquence de sa tante en lui disant d'un ton sérieux qu'il ne pouvait pas lui donner plus de temps que la poste n'en mettrait à relayer. Les trois parents entrèrent donc au plus vite dans le salon et le colonel eut à peine le temps de raconter à sa grande-tante les événements politiques et militaires qui l'obligeaient à lui demander un asile pour sa jeune femme. Pendant ce récit, la tante regardait alternativement et son neveu qui parlait sans être interrompu, et sa nièce, dont la pâleur et la tristesse lui parurent causées par cette séparation forcée. Elle avait l'air de se dire « Hé hé, ces jeunes gens-là s'aiment !» En ce moment, les claquements de fouet retentirent dans la vieille cour silencieuse dont les pavés étaient dessinés par des bouquets d'herbes. Victor embrassa de rechef la comtesse et s'élança hors du logis. « Adieu, ma chère !» dit-il en embrassant sa femme, qui l'avait suivi jusqu'à la voiture. « Oh, Victor, laisse-moi t'accompagner plus loin encore, » dit-elle d'une voix caressante. « Je ne voudrais pas te quitter. »« Y penses-tu » ? ?»« Eh bien, » répliqua Julie, « adieu, puisque tu le veux. » La voiture disparut. « Vous aimez donc bien mon pauvre Victor ?»
demanda la comtesse à sa nièce en l'interrogeant par un de ces savants regards que les femmes jettent aux jeunes. « Hélas, madame, répondit Julie, ne faut-il pas bien aimer un homme pour l'épouser ?» Cette dernière phrase fut accentuée par un ton de naïveté qui trahissait tout à la fois un cœur pur ou de profonds mystères. Or, il était bien difficile à une femme amie de Duclos et du maréchal de Richelieu de ne pas chercher à deviner le secret de ce jeune ménage. La tante et la nièce étaient en ce moment sur le seuil de la porte cochère, occupées à regarder la calèche qui fuyait. Les yeux de la comtesse n'exprimaient pas l'amour comme la marquise le comprenait. La bonne dame était provençale. Et ses passions avaient été vives. « Vous vous êtes donc laissé prendre par mon vaurien de neveu ?» demanda-t-elle à sa nièce. La comtesse tressaillit involontairement, car l'accent et le regard de cette vieille coquette semblèrent lui annoncer une connaissance du caractère de Victor plus approfondie peut-être que ne l'était la sienne. Madame d'Aiglemont, inquiète, s'enveloppa donc dans cette dissimulation maladroite, premier refuge des cœurs naïfs et souffrants. Madame de Listomère se contenta des réponses de Julie, mais elle pensa joyeusement que sa solitude allait être réjouie par quelques secrets d'amour, car sa nièce lui parut avoir quelque intrigue amusante à conduire. Quand Madame d'Aiglemont se trouva dans un grand salon, tendu de tapisseries encadrées par des baguettes dorées, qu'elle fut assise devant un grand feu, abritée des bises fenestrales par un paravent chinois, sa tristesse ne put guère se dissiper. Il était difficile que la gaieté naquît sous de si vieux lambris, étaient des meubles séculaires. Néanmoins, la jeune Parisienne prit une sorte de plaisir à entrer dans cette solitude profonde et dans le silence solennel de la province. Après avoir échangé quelques mots avec sa tante, à laquelle elle avait écrit naguère une lettre de nouvelle mariée, elle resta silencieuse, comme si elle eût écouté la musique d'un opéra. Ce ne fut qu'après 2 heures d'un calme digne de la Trappe qu'elle s'aperçut de son impolitesse envers sa tante. Elle se souvint de ne lui avoir fait que de froides réponses. La vieille femme avait respecté le caprice de sa nièce par cet instinct plein de grâce qui caractérise les gens de l'ancien temps. En ce moment, la douairière tricotait. Elle s'était, à la vérité, absentée plusieurs fois pour s'occuper d'une certaine chambre verte, où devait coucher la comtesse et où les gens de la maison plaçaient les bagages. Mais alors, elle avait repris sa place dans un grand fauteuil et regardait la jeune femme à la dérobée. Honteuse de s'être abandonnée à son irrésistible méditation, Julie essaya de se la faire pardonner en s'en moquant. « Ma chère petite, nous connaissons la douleur des veuves, » répondit la tante. Il fallait avoir 40 ans pour deviner l'ironie qu'exprimèrent les lèvres de la vieille dame. Le lendemain, la comtesse fut beaucoup mieux. Elle causa. Madame de Listomère ne désespéra plus d'apprivoiser cette nouvelle mariée qu'elle avait d'abord jugée comme un être sauvage et stupide. Elle l'entretint des joies du pays, des bals, des maisons où elle pouvait aller. Toutes les questions de la marquise furent, pendant cette journée, autant de pièges que par une ancienne habitude de cour, elle ne put s'empêcher de tendre à sa nièce pour en deviner le caractère. Julie résista à toutes les instances qui lui furent faites pendant quelques jours d'aller chercher des distractions au dehors. Aussi, malgré l'envie qu'avait la vieille dame de promener orgueilleusement sa jolie nièce, finit-elle par renoncer à vouloir la mener dans le monde. La comtesse avait trouvé un prétexte à sa solitude et à sa tristesse dans le chagrin qu'il lui avait causé
que lui avait causé la mort de son père, de qui elle portait encore le deuil. Au bout de 8 jours, la douairière admira la douceur angélique, les grâces modestes, l'esprit indulgent de Julie, et s'intéressa dès lors prodigieusement à la mystérieuse mélancolie qui rongeait ce jeune cœur. La comtesse était une de ces femmes nées pour être aimables et qui semble apporter avec elle le bonheur. Cette société devint si douce et si précieuse à Madame de Listomère qu'elle s'affola de sa nièce et désira ne plus la quitter. Un mois suffit pour établir entre elles une éternelle amitié. La vieille dame remarqua, non sans surprise, les changements qui se furent dans la physionomie de Madame d'Aiglemont. Des couleurs vives qui embrasaient le teint s'éteignirent insensiblement, et la figure prit des tons mats et pâles. En perdant son éclat primitif, Julie devenait moins triste. Parfois, la douairière réveillait chez sa jeune femme Parfois, la douairière réveillait chez sa jeune parente des élans de gaieté ou des rires folâtres bientôt réprimés par une pensée importune. Elle devina que ni le souvenir paternel, ni l'absence de Victor n'étaient la cause de la mélancolie profonde qui jetait un voile sur la vie de sa nièce. Puis, elle eut tant de mauvais soupçons qu'il lui fut difficile de s'arrêter à la véritable cause du mal. Car nous ne rencontrons peut-être le vrai que par le hasard. Un jour, enfin, Julie fit briller aux yeux de sa tante étonnée un oubli complet du mariage, une folie de jeune fille étourdie, une candeur d'esprit, un enfantillage digne du premier âge. Tout cet esprit délicat et parfois si profond qui distingue les jeunes personnes en France. Madame de Listomère résolut alors de sonder les mystères de cette âme, dont le naturel extrême équivalait à une impénétrable dissimulation. La nuit approchait, les deux dames étaient assises devant une croisée qui donnait sur la rue. Julie avait repris un air pensif. Un homme à cheval vint à passer. « Voilà une de nos victimes !» dit la vieille dame. Madame d'Aiglemont regarda sa tante en manifestant un étonnement mêlé d'inquiétude. « C'est un jeune Anglais, un gentilhomme, l'honorable Arthur Ormond, fils aîné de Lord Greenville. Son histoire est intéressante. Il est venu à Montpellier en 1802, espérant que l'air du pays où il était envoyé par les médecins le guérirait d'une maladie de poitrine à laquelle il devait succomber. Comme tous ses compatriotes, il a été arrêté par Bonaparte lors de la guerre, car ce monstre-là ne peut se passer de guerroyer. Par distraction, ce jeune Anglais s'est mis à étudier sa maladie, que l'on croyait mortelle. Insensiblement, il a pris goût à l'anatomie, à la médecine, il s'est passionné pour ces sortes d'art, ce qui est fort extraordinaire chez un homme de qualité. Mais le régent s'est bien occupé de chimie. Bref, Monsieur Arthur a fait des progrès étonnants, même pour les professeurs de Montpellier. L'étude l'a consolé de sa captivité et en même temps, il s'est radicalement guéri. On prétend qu'il est resté 2 ans sans parler, respirant rarement, demeurant couché dans une étable, buvant du lait d'une vache venue de Suisse et vivant de cresson. Depuis qu'il est à Tours, il n'a vu personne. Il est fier comme un paon. Mais vous avez certainement fait sa conquête, car ce n'est probablement pas pour moi qu'il passe sous nos fenêtres 2 fois par jour depuis que vous êtes ici. Certes, il vous aime. Tintin, rebondissement dans La femme de 30 ans. Dans ce premier chapitre, le bel Anglais serait-il épris de la jeune Julie d'Aiglemont? Eh bien, il faut nous retrouver un petit peu plus tard pour la suite de Voyage au bout de la nuit et la suite de cette lecture. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une très très belle nuit si vous allez dormir. Et sinon, on se retrouve dans quelques minutes, un petit peu plus tard.